Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette nouvelle journée, de cette journée du 14 novembre. Sur la flotte, que s'est-il passé du côté des différentes catégories? Vous voyez que du côté des ultimes, Gitana est en train d'arriver dans les prochaines heures, ils sont à 100 000 de l'arrivée, donc je pense que d'ici 20h30, 21h, il devrait être à l'arrivée. Ça sera plutôt demain matin, heure continent. France, hein, heure du continent, pas heure de Martinique ni de Guadeloupe, pour Sodebo et pour Actual, qui sont eux un petit peu plus loin dans les autres catégories. Du côté des Ocean 50, on tablait un moment pour une arrivée jeudi. Je ne sais pas si ça s'est décalé du côté des ETA. C'est peut-être jeudi soir, vendredi matin. Là encore, hors heure du continent. Et puis, ça sera un peu plus tard pour les autres catégories, je pense IMOCA et classe 40. Du côté des IMOCA, je pense que ce week-end, samedi soir, dimanche matin, du côté des classes 40, ça sera peut-être plutôt lundi ou mardi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et puis si vous avez les moyens, que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec les ultimes. Bon, on est dans le money time. Du côté des ultimes, ça avance pas si vite que ça, on va dire, sur les 24 dernières heures. Il y a eu des situations cette nuit où il y avait un peu de molle. Cette nuit, ce matin, c'est un petit peu compliqué. Là, on a retrouvé quand même pas mal de vitesse. On est quand même à 28 nœuds 5 sur les 24 dernières heures pour Edmond Rothschild, mais Sodebo et Actual ont eu vraiment des périodes où c'était un peu plus calme en termes de vent. Le truc, c'est qu'ils sont descendus en plus très bas par rapport à la route la plus rapide. Donc, ce qui fait que là, ils sont obligés de manœuvrer pour remonter vers la Martinique, notamment avec l'île de la Barbade, alors que les autres concurrents, SVR et Maxi Banque Populaire, étaient déjà sur l'orthodromie à ce moment-là, mais parce que un peu plus au nord, il y avait moins de vent, donc ils ont privilégié le fait de faire un peu moins de manœuvres là et d'enchaîner un petit peu les manœuvres dans les prochaines heures. Du côté de Maxi Edmond de Rothschild, on est descendu plus bas en fait sur la fin que les deux autres lignes, si on regarde Maxi Banque Populaire, SVR Lazartigue. Donc Edmond de Rothschild qui devra arriver avec une journée à peu près de retard, un peu plus qu'une journée de retard sur le bateau d'Armel Lecléache, Sébastien Josse, Banque Populaire, et sur le bateau François Gabard, Tom Laperche. Sodebo derrière, moi, 227 000, qui a repris une chouille d'avance sur Actual, mais encore une fois, l'écart est très faible entre ces deux bateaux, et surtout l'écart s'est creusé sur les 4 dernières heures avec un Sodebo qui est quasiment ses meilleures moyennes depuis le début de course sur 4 heures avec 31,6. Et là, on sait très bien que quand il y a des conditions de vent au portant, quand il faut de la puissance sur le bateau pour envoyer des grosses voiles et pour permettre au bateau d'aller vite, Actual n'a pas les capacités des bateaux les plus modernes. C'est là où se fait la différence majeure, je dirais, d'Actual. C'est que par rapport à un Banque Populaire, Actual, c'est très compliqué de l'emmener à 33, 34, 35 nœuds de moyenne sur 4 heures. C'est un bateau où ça devient difficile. Il nous faut vraiment des conditions de vent optimales, et voilà, c'est là où ça fait la différence avec les bateaux plus modernes comme Sodebo, Edmond Rothschild, SVR Lazartigue ou Maxi Banque Populaire 11. Malgré tout, c'est une belle course d'Anthony Marchand et Thierry Chabani, d'être resté comme ça au contact avec Sodebo, avec de pas être si loin que ça de Gitana, 325 000, sur une course encore une fois qui a à peu près un tiers de Tour du Monde. C'est plutôt intéressant pour le prochain Tour du Monde en solitaire, je rappelle, à partir du 7 janvier, du côté de la Arkea Ultimate Challenge. En passant, comment ça va se passer du côté des équipes ? Soit on fait du cargo, mais dans la plupart des cas, on va plutôt revenir en convoyage. Du côté des ultimes, pourquoi ? Parce qu'il faut rentrer vite du côté de Brest. Alors l'avantage, c'est que là, vu toutes les dépressions de l'Atlantique Nord, dans ce sens-là, ça va aller très très vite jusqu'en Bretagne.
mais il va falloir naviguer en équipage, donc on va partir sur des gros équipages, sans les navigateurs qui feront le tour du monde, pour des raisons qu'il va falloir qu'ils récupèrent physiquement et qu'ils se préparent à ce tour du monde, qui n'est que dans 2 mois. Hein. Dans moins de 2 mois, les concurrents seront repartis en mer pour une autre course. C'est assez rare d'avoir cet enchaînement-là d'épreuves en ultime, surtout. Et donc, on va repartir en convoyage. Pourquoi? Parce que ça va plus vite qu'avec un cargo. Et que là, il va falloir aller vite. Et surtout, il va falloir sortir les bateaux de l'eau, les réparer, les préparer pour le tour du monde, s'il y a des petites modifs à faire. Les remettre à l'eau aux alentours de Noël, pour remettre le mât et remettre tous les câblages et tout le bordel, et pour les préparer, pour les emmener à Brest. L'avantage, c'est qu'entre Port-la-Forêt, Lorient et Brest, la distance n'est pas très longue pour ces différents bateaux pour aller rejoindre le port de Brest où aura lieu le départ de cette Arkea Ultime Challenge. Pourquoi on a choisi Brest? C'est pour faire comme le trophée Jules Verne, qui démarre de Brest, voilà, et qui ne démarre pas des Sables d'Olonne comme le Vendée Globe. On passe aux Ocean 50, pas de changement au classement en Ocean 50. C'est toujours Solidaire en peloton qui est en tête avec Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck, toujours devant Réalité, à peu près avec le même écart. Ça s'est même un petit peu raccourci l'écart, hein, avec Réalité de Fabrice Kayak et Émeric Chapelier. Et puis on trouve derrière Viabilis Océan avec Pierre Quiroga et Ronan Tressard. Du côté de cette catégorie. Donc c'est assez marrant, hein, de voir que quasiment depuis 3-4 jours, les écarts n'ont pas bougé dans cette catégorie. Ce qui aurait pu arriver. Je voulais voir l'âge du bateau Ocean 50 de Pierre Quiroga. Donc Viabilis, il date de 2017. Ah non, Réalité, c'est 2023. J'avais dit une petite bêtise en vous disant que Réalité était un bateau âgé. Non, c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2023. Donc, c'est le bateau le plus jeune face à Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck sur Solidaire en peloton. Et donc, c'est Viabilis qui est le bateau le plus âgé. Enfin, en ce moment, hein, parce que le plus âgé, c'était le Rire Médecin La Motte, qui était un bateau qui datait de 2009, qui était en fait le bateau actuel, donc un bateau qui reste performant, qui est passé sous le nom de Primonial et de plein de concurrents. Mais c'est bien ce qu'ils sont en train de faire Fabrice Kayak et Émeric Chapelier, parce que devant c'est quand même du lourd, hein, Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck. Mais on s'aperçoit que l'écart qu'ils ont pris quasiment dès le départ dans cette catégorie assez vite, eh bien ils le gardent depuis. Parce que ça fait depuis 3-4 jours où l'écart entre les différents concurrents évolue assez peu. Il y a toujours cette marge de sécurité, je dirais, de 2-3 heures. 3h30 pour Solidaire en peloton au moins, et on voit que le vent reste fort, hein. Là ils sont sur des vents un peu plus forts mais avec une mer qui est plutôt tranquille. On va regarder la météo pour les prochaines heures dans cette catégorie, dans 13 heures. Voilà, le vent va être un peu plus fort, mais voilà, il y aura en fait suffisamment de vent pour arriver en Martinique sans être obligé de faire que 15 manœuvres. Les périodes de calme vont être un petit peu plus tard. Je pense que voilà, c'est dans 25 heures qu'il y aura une petite période de calme ici. Je pense que les bateaux seront à peu près ici, du côté de la Martinique. Donc arrivée prévue jeudi soir, je pense vendredi matin. Encore une fois, heure du continent. Si vous êtes en Martinique et en Guadeloupe, vous enlevez 6 heures à ce que je raconte comme horaire. Si vous êtes présent sur place enfin, si vous êtes en Martinique, oui, et en Guadeloupe, je dis, hein, parce que l'arrivée est en Martinique, bien entendu, la Guadeloupe est sur le même fuseau horaire. Donc ça va être intéressant, voilà, dans les heures à venir, là, de voir comment ça va se passer pour Thibaut Vauchel-Camus, Quentin Vlaminck, s'ils vont réussir à garder leur avance. Surtout s'ils ne vont pas se retrouver dans une zone un petit peu d'accalmie. Si on regarde dans 48 heures au large de la Martinique, non, le vent devrait rester assez fort quand même pour ces bateaux-là. Donc ça ne va pas être facile de revenir sur le bateau de tête. Hop, on passe désormais aux IMOCA. Toujours cette double voie entre les sudistes et les nordistes, sauf que l'écart s'est encore réduit. La seule maintenant qui pourrait contrecarrer, et je dis bien contrecarrer les plans des sudistes, c'est Justine Métro et Julien Villon.
Ça risque quand même d'être compliqué, parce que vous voyez, elle est plus sur l'orthodromie non plus, parce qu'elle n'arrive pas à avoir du vent qui aille correctement sur ses voiles. Et encore une fois, cette énorme zone de pétole de transition qui s'est agrandie, même là, elle est un peu moins large, agrandie, mais vous voyez que bon, vous pouvez toujours pas faire des merveilles dans cette zone-là, donc il fallait passer par le sud pour gagner, je pense, du côté des IMOCA. La seule, la dernière qui pourrait contrecarrer les plans, c'est Justine Métro. Mais vous voyez, elle n'a plus que 37 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Johan Richomme est à 73 000. Jérémy Bijou à 81 000. Par contre, pour le top 10, ça reste jouable pour Justine Métro pour être dans le top 10. Mais il va falloir quand même que ça se décante un peu dans les prochaines heures au niveau météo. Là, elle est en plus dans du vent fort. Alors, c'est quand même intéressant de voir que Teamwork est un bateau fiable, parce qu'elle a quand même pris de la mer depuis, là, ça fait 4-5 jours qu'elle est dans des situations vraiment dures au niveau mer, et il semblerait qu'il n'y a pas de problème technique sur ce bateau, donc c'est très intéressant. On voit que sur la voie nord, donc on a toujours Sébastien Simon, Iker Martinez, mais ils ont une moyenne sur 24 heures qui est seulement de 5,8 nœuds. Ils ont voulu rester un peu plus proche de l'orthodromie, mais ça reste compliqué. Et puis Louis Duc, 7 nœuds 6 sur les 24 dernières heures. Vous avez également Guirec Soudé, toujours un peu côte à côte, ces deux-là. Sébastien Marcet, lui, fait demi-tour, donc alors soit c'est une erreur du GPS, soit ça veut dire qu'il y a un problème technique sur son bateau. Et puis on a Benjamin Ferré qui lui est sur l'orthodromie, comme Pip Air, avec des moyennes un peu plus élevées sur les 4 dernières heures quand on est sur l'orthodromie. Mais vous voyez, ils sont obligés de longer cette zone de pétole et c'est vraiment pas l'idéal. On passe à la voie sud, là des routes très différentes entre un Johan Richomme qui descend très au sud avec Yann Eliès. Donc est-ce qu'ils ont repéré une situation de vent favorable en descendant un peu plus au sud, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la route idéale, mais si ça fonctionne, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils aillent plus vite que leurs petits camarades, vu qu'il faut un peu plus de chemin. Donc on voit Johan Richomme qui descend vraiment au sud, alors que pour le moment Thomas Ruyant reste sur une route un peu plus centre, et Charal vient de faire un virement comme Initiative Cœur, qui va vite, Initiative Cœur. Là sur les 24 dernières heures, 17 nœuds 2, vraiment belle perf pour Samantha Davis et Jacques Boutel, parce que Initiative Cœur, ce projet de bateau, on a rarement eu des bateaux hyper performants, parce que l'objectif de départ d'Initiative Cœur, c'est d'avoir des bateaux fiables. Pourquoi on fait des bateaux fiables pour Initiative Cœur? L'idée est de ramener les bateaux au fond, à la fin des Vendée Globe, à la fin des grandes courses, pour que les gens donnent, parce que je rappelle que vous pouvez donner pour mécénat chirurgie cardiaque, parce que c'est le sponsor, mécénat chirurgie cardiaque pour les enfants, pour aider les opérations d'enfants au cœur, du côté de mécénat chirurgie cardiaque. Et normalement, sur les dernières années, vous voyez, c'était plutôt un bateau fiable, mais pas forcément le bateau le plus rapide. Là, je trouve quand même qu'il fait des très belles vitesses, ce bateau, alors qu'il est un bateau de dernière génération, conçu pour le prochain Vendée Globe. Je trouve que ça va plutôt vite, donc c'est plutôt intéressant pour Sam Davis. Surtout qu'ils ont quand même réparé des choses un petit peu aux Canaries. Pas des gros soucis, mais voilà, des petits réglages, des petits soucis techniques qui les embêtaient. Donc voir qu'ils remontent sur Charal, c'est vraiment bien. Et Sam Gutschall aussi, encore une fois, une très belle course de ce bateau Force de Planète, 17 nœuds 6 également, donc ça va vite pour ces bateaux-là, alors que Charal est à 15 nœuds 3, Thomas Ruyant à 17 nœuds 2, là aussi ça va vite, et 16 nœuds 2 pour Johan Richomme et Yann Eliès, mais qui descendent encore une fois très au sud. On a Clarisse Kremer qui est 9ème. Alors on m'a posé la question hier dans les commentaires, est-ce que tu vois Clarisse Kremer, tu vois pas Clarisse Kremer jouer la gagne? Je vais répondre un peu plus en détail, parce que j'ai répondu un petit peu dans le commentaire. En fait, le problème de l'Occitane en Provence, c'est pas un mauvais bateau, on connaît ce bateau. C'est l'ancien Pivia de Charlie Dalin, donc on sait que c'est un bateau qui est rapide, même si c'était pas le plus rapide de sa catégorie à l'époque, de cette génération-là, mais on sait qu'il était rapide et fiable. Il y avait des bateaux qui étaient rapides, mais qui n'étaient pas forcément fiables. Le Linky Daoud, par exemple, était peut-être un peu plus rapide. Le Linky Daoud de l'époque était peut-être un peu plus rapide que ce bateau-là.
Le problème de l'Occitane en Provence, c'est qu'ils ne se sont pas encore fait au réglage de ce bateau. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a encore un travail en termes de réglage, ce qui permettrait d'avoir un peu plus de vitesse. Clarisse Kremer n'a repris que cette année. Il y a quand même eu une pause pour Clarisse Kremer sans voile. Je rappelle que c'était une fille qui naviguait sur un bateau à dérive. Il faut aussi s'adapter au foiler. Donc il y a un petit temps d'adaptation pour Clarisse Kremer. Donc tous ces petits paramètres-là font que Alan Roberts, qui n'a pas énormément d'expérience, alors qu'il est soutenu par Alex Thompson, il fait partie du team d'Alex Thompson, Alan Roberts, mais tous ces paramètres-là font que je pense que l'Occitane en Provence va être dans le top 10, ça sans aucun problème, mais pour jouer avec la gagne de devant, pour moi ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais par contre, Initiative Cœur, je suis impressionné par la vitesse, vraiment, parce qu'encore une fois, c'était pas forcément des bateaux très rapides à l'époque, mais là, ça va vite. Derrière, on a aussi un petit groupe de 3, là, avec Benjamin Dutreux, qui a repris un petit peu du poil de la bête, avec également Romain Attanasio et Giancarlo Pedoquet. Giancarlo Pedoquet, il ramasse les morts, un petit peu comme sur le Vendée Globe, c'est-à-dire il n'a pas pris le départ le plus rapide, mais alors il remonte bien dans le classement. On a l'ami Caline également avec Arnaud Boissière, qui est sur une voie un petit peu plus nord avec 14 nœuds 6. Si vous voulez savoir l'un des bateaux qui a été le plus rapide, eh bien c'est Louis Burton avec l'ancien Occitane en Provence, désormais Bureau Vallée, qui a 17 nœuds 8 sur les 24 dernières heures, donc ça a vraiment filé, parce que ces moyennes-là, quand on n'est pas dans les mers du Sud, on sait que c'est un navigateur qui est maintenant expérimenté, Louis Burton, et qui sait emmener les bateaux à des bonnes moyennes sur 24 heures. Il l'avait fait sur le dernier Vendée Globe. On a Alan Roura, on a également Violette d'Orange et Conrad Coleman. Et puis on sait aussi que son bateau est très bon au portant. Ça avait été démontré lors du dernier Vendée Globe que ce bateau-là était très bon au portant, avec Armel Tripon qui avait fait des moyennes sur 4-5 heures qui étaient vraiment impressionnantes de ce côté-là. Derrière, on remonte un petit peu au classement pour voir que c'est compliqué pour Fabrice Amédéo qui vient seulement de passer les Canaries avec François Guffin et Émeric Belloir. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur parce qu'on a connu Fabrice Amédéo qui était capable de se battre pour des top 10. Pas pour la gagne, mais pour des 12e, 13e places à la régulière. Le voir aussi loin avec un bateau qui semble manquer de préparation, ça fait un peu mal au cœur pour Fabrice Amédéo. Et puis sur la voie nord, eh bien, on a Damien Seguin qui remonte un petit peu, qui vient de dépasser le chinois Jingyu Xiu avec May Goldwyn. Donc c'est bien, il remonte également au classement. On rappelle un début de course compliqué. Même si là, il a pris la voie nord, donc il se retrouve un petit peu dans la même situation. Mais lui, il était un petit peu obligé de prendre la voie nord parce que vous voyez que le large du Portugal, en ce moment, il y a peu de vent. C'est pareil pour Emma CSF, mais qui a une course qui est compliquée. On voit avec des moyennes vraiment pas exceptionnelles, tout simplement parce qu'elle est complètement dans de la pétole. Et puis un bateau est reparti il y a quelques heures désormais. C'est Tanguy le Turquet avec Félix de Navacelle sur Lazare, bateau qui est âgé, c'est l'un des plus âgés de la flotte, c'est un bateau qui date de 2005-2006. Lazare qui est reparti, il y a eu un trou au niveau de la coque, ils ont réparé, donc voilà, il est reparti, on espère dans des bonnes conditions de mer, et on espère surtout voir ce bateau à l'arrivée en temps et en heure du côté de la Martinique, parce qu'il y aura un délai aussi pour la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée ne sera pas ouverte tout le temps. On regarde un petit peu les évolutions météo sur la carte dans 13 heures. Eh bien, vous voyez, Justine Métro, ça va pas être facile parce que, vu à la vitesse à laquelle elle va, 14 nœuds, c'est-à-dire qu'elle va peut-être se retrouver là, il va falloir encore enquiller un fond. Ça va encore être compliqué. Par contre, il y aura un peu plus de mer pour les concurrents derrière, notamment les concurrents à dérive. Je pense à Louis Duc et autres. Et du côté des mers sud, alors le vent sera peut-être une chouille plus faible, sauf au sud. Et c'est peut-être pour ça qu'on ait décidé du côté de Paprec de partir directement au sud pour le moment. Mais ça va pas être simple. Et dans 25 heures, vous voyez, le vent fort qui sera beaucoup plus au sud. Donc c'est peut-être une bonne stratégie qu'a pris Johan Richaum et Yann Eliès sur un bateau qui est bien né quand même, Paprec Arkea, bateau neuf, qui est assez récent, qui n'a pas été mis à l'eau il y a longtemps.
chapeau quand même ce que fait Paprec avec Johan Richaud et Yann Eliès. Donc on rappelle le top 10 pour le moment. Teamwork avec Justine Métro et Julien Villon, 37 000 d'avance sur For People avec Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Paprec Arkea est troisième pour le moment avec 13 000 nautiques de retard avec Johan Richaud et Yann Eliès. Charal, quatrième avec Jérémy Bayou, Franck Camas. Initiative Cœur avec Sam Davis et Jack Bouktel. 98 000 nautiques de Teamwork, mais c'est-à-dire qu'ils sont qu'à 60 000 de For People. Sam Goodchild juste derrière avec Antoine Corr sur Force the Planet, Malisassi Explorer avec Boris Herman et Will Harris à 119 000 nautiques, VNB Montbana Mayenne à 153 000 avec Maxime Sorel et Christopher Pratt, l'Occitane en Provence avec Clarisse Kremer, Alan Roberts à 215 000,2 et puis Sébastien Simon et Kier Martinez sont à 258 000 désormais avec Groupe Dubreuil. Ça risque d'être compliqué de rester dans le top 10 pour ce bateau du Groupe Dubreuil. On passe aux classes 40 désormais. Pour finir, hop, avec la météo. Ah, voilà, la météo qui arrive. Les petits soucis d'affichage. Voilà, plus 1 heure. Du côté des classes 40, eh bien, on repart un petit peu plus au nord, ce qui fait que certains concurrents s'en sortent bien, comme Amaris, par exemple, qui se retrouve presque au milieu de la flotte avec cette option-là. Donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'Yann Lipinski part très au nord. Il y a un bateau qui est Influence 2, qui se retrouve largement plus au nord que ses concurrents. Donc on va voir si ça va fonctionner désormais cette voie un peu plus nord, mais en sachant que le vent fort a l'air plutôt de descendre au sud. Donc ça serait plutôt à la Grande Pirelli et Ipsa qui seraient favoris dans ce genre d'option, avec Café Joyeux qui fait quand même vraiment une très belle perf et qui montre de belles choses. C'est dommage, encore une fois du côté de Joyeux, d'avoir eu des problèmes techniques sur la première étape. On a Axel Tréhin également, projet Rescue Océan, mais on voit encore une fois ce paquet avec 7 concurrents en moins de 100 000 nautiques et Inter Invest et sa 102 000 nautiques. Donc c'est intéressant encore une fois de voir ce petit paquet avec des moyennes qui sont très proches. Si on regarde Centracor est à 12 nœuds, quand Groupe SNEF est à 13 nœuds, donc c'est vraiment des écarts assez faibles, et pourtant ça navigue fort du côté de ce bateau, du côté de Groupe SNEF, avec 2 skippers d'expérience, Xavier Macaire et Pierre Leboucher dans cette catégorie, mais on voit qu'on a vraiment un bon rythme dans cette catégorie, avec des vitesses assez proches pour tous les bateaux, et on voit des belles moyennes, 15 nœuds pour Everial sur les 4 dernières heures, là ça navigue bien, ça vogue, ça vogue vraiment haute vitesse, et ça va être intéressant. 15 nœuds 7 là pour Groupe SNEF, donc ça va vite sur ces bateaux là, à ces moyennes là, je dirais pas que ça vole, ce sont pas des IMOCA ou des ultimes, je peux vous dire que voilà, ça envoie du pâté, ça déconne pas dans ce genre de conditions. Bon, on refait un point sur le top 10, également dans cette catégorie. Groupe SNEF en tête avec Xavier Macaire et Pierre Leboucher, 26 000 nautiques d'avance, donc on est à peu près stable par rapport à hier. Non, on a pris un petit peu d'avance, par rapport à hier sur la Grande Pirelli, avec Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux. Crédit Mutuel avec Yann Lipinski et Antoine Carpentier, 3e. Ipsa avec Alberto Bona et Pablo Santorde Del Arco, 4e. Amaris, Achille Nebou, Gilles Dasmaé. 6e, Project Rescue Océan. 7e, Café Joyeux. 8e, Inter Invest. 9e, Everial. 10e, Tequila, qui est toujours dans le top 10. Tequila fait une belle course également. Ce petit bateau avec Alistair Richardson et Brian Thompson. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis on se retrouve demain. On fera donc le classement des ultimes. On parlera des Ocean 50. On aura peut-être un peu plus d'informations sur leurs horaires d'arrivée. Puis on parlera de la course du côté des monocoques en IMOCA et en classe 40. Allez, ciao, ciao.